Merci beaucoup. Merci à Marianne de nous avoir parlé dans des termes très touchants de notre pays à tous, notre pays bien-aimé, d'autant plus touchant que Marianne, vous l'avez compris, elle nous l'a dit, est d'origine khmère, un pays qui fut un protectorat français à partir du XIXe siècle, un pays qui a connu dans les années 70 des événements absolument épouvantables. Et ça me rappelle quelque chose, j'étais allé en 1996 à Phnom Penh avec le ministre français des Affaires étrangères, M. de Charette, auprès duquel j'étais dans son cabinet. Nous avions été reçus par le roi Sihanouk dans son palais. Le roi Sihanouk, on n'est pas là pour parler de la biographie de Sihanouk, mais c'est une biographie absolument incroyable, puisque quand il était jeune prince, il était correspondant du Canard enchaîné à Phnom Penh. Et alors qu'il était vers la fin de sa vie, et alors que le ministre français des Affaires étrangères lui a expliqué que la France était lancée dans la construction européenne, que nous faisions désormais, nous allions avoir une monnaie unique, etc., le roi Sihanouk, du fond de son expérience incroyable, il aurait pu mourir 10 fois, notamment par la période des Khmers rouges, le roi Sihanouk lui avait rappelé le discours de Charles de Gaulle venu à Phnom Penh en 1966 pour mettre en garde les États-Unis d'Amérique contre leur enlisement au Vietnam. Et de Gaulle avait suggéré aux États-Unis de quitter, dès 1966, le Vietnam. Et Sihanouk lui avait dit, à l'époque, il nous l'avait rapporté, « En fait, mon général, vous êtes le Saint-Georges des temps modernes, Saint-Georges terrassant le dragon. » Après nous avoir raconté ça, Sihanouk avait regardé le ministre français des Affaires étrangères et lui avait dit « Vous construisez l'Europe, monsieur le ministre, mais vous savez, nous les Cambodgiens, nous avons besoin de la France. » J'appelle maintenant Diane Lagrange. Diane Lagrange. Ah, vous n'avez pas vu? Alors Diane Lagrange est aussi une de toutes ces nouvelles têtes que l'on vous présente, parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, mais l'UPR, c'est Asselineau, il y a qu'Asselineau. » Non, il n'y a pas qu'Asselineau. D'ailleurs, Asselineau n'est pas immortel. Asselineau, c'est le président fondateur, mais il y a énormément de talents. Vous les voyez tous à chacun de ces grands meetings. Vous voyez des nouveaux talents. Vous venez d'en voir les uns après les autres. En voilà un nouveau talent, c'est Diane. Diane Lagrange, avec laquelle j'ai quand même des affinités, puisque je crois que vous avez fait HEC, sauf erreur de ma part. Non, les SEC. Les SEC. Mais surtout une autre affinité, c'est que vous avez vécu au Japon. Oui. Au Japon longtemps. Diane est désormais notre responsable pour l'ensemble des délégations à l'étranger de l'UPR. Bonsoir. Bonsoir Paris, je suis très honorée d'être parmi vous ce soir en tant que candidate numéro 30 sur la liste et coordinatrice des délégations de l'étranger. Aujourd'hui, je voudrais d'abord saluer, peut-être qu'il y en a qui regardent en direct, nos plus de 2000 membres de l'UPR qui sont répartis partout sur le globe, hors de la France, et qui travaillent dans 112 pays du monde pour le Frexit. Bravo! Personnellement, je trouve que ça donne beaucoup la pêche. Tous les jours, je reçois des messages du monde entier, en fait, et je sais que, du coup, ça fait le 24 heures, en fait, de l'UPR. Il y a toujours des gens en train de militer. Donc, c'est extrêmement satisfaisant. J'étais également la responsable de la délégation du Japon, donc j'adresse un salut tout particulier aux Japonais, aux adhérents du Japon. Voilà, j'ai vécu 10 ans expatriée, 4 ans au Royaume-Uni et 6 ans au Japon. J'ai eu également le privilège de voyager beaucoup pour mon travail par le passé et j'ai travaillé dans des sociétés de plusieurs pays. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup de recul. C'est un peu cliché de dire cela, ça fait depuis les lettres persanes, mais on apprend beaucoup de choses sur son propre pays quand on n'y est pas. En fait, quand on le voit un petit peu de l'extérieur, on est dépaysé, justement, et on a, de la même façon qu'on a un regard extérieur sur le pays d'accueil où on est, on acquiert également un autre regard sur son propre pays. Et c'est ça qui m'a fait
m'intéresser à l'histoire de France, à la politique, à l'histoire de mes pays d'accueil aussi. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis arrivée ici. Il faut savoir que la vie de nos compatriotes vivant à l'étranger qui ont plébiscité les listes de La République En Marche et M. Macron, ils pâtissent en fait de l'austérité de ces politiques parce que notre rayonnement international est en train de souffrir en fait de ces politiques-là. Notre réseau de lycées français qui forme la jeunesse en fait de nos expatriés et des étrangers qui veulent apprendre le français, qui sont un outil de rayonnement culturel, est en train de se faire couper beaucoup de crédits, de perdre beaucoup de personnel. Il y a 10% du personnel qui est supprimé dans les 3 ans. On bouche les trous en prenant des personnes sur place qui ne sont pas forcément formées. Les réseaux également les instituts et les alliances françaises qui représentent notre culture à l'étranger sont sous pression budgétaire. Les services consulaires disparaissent ou sont réduits. On voit apparaître des colocations d'ambassades, donc des ambassades de la France et d'un autre pays au même endroit, notamment avec l'Allemagne. Nos chambres de commerce à l'étranger commencent à être concurrencées par les chambres de commerce européennes. Le service d'action extérieure européen, le service diplomatique, se développe, tandis que notre propre diplomatie ne sert pas prioritairement nos intérêts, comme on l'a vu avec le traité d'Aix-la-Chapelle. Et la francophonie est en recul dans les institutions internationales. Aujourd'hui, l'Union européenne, qui est une courroie de transmission d'une mondialisation dévastatrice, met en péril la France et au-delà la natiodiversité, comme il existe une biodiversité, qui doit être préservée. La certitude qu'il existe un ailleurs, avec d'autres cultures et d'autres lois, est gage de liberté. Saint-Exupéry, dans sa correspondance, disait qu'il se battait pour la France, mais aussi pour qu'une petite nation comme la Finlande puisse exister sans être écrasée par son voisin. La mondialisation marchande et l'extraterritorialité du droit qui l'accompagne sont un ferment de totalitarisme. Il suffit de voir le cas de Julian Assange. Je suis rentrée à l'UPR pour me battre par amour de la France, mais le combat va au-delà. Personnellement, je suivais le mouvement depuis plusieurs années, mais j'ai adhéré au moment du référendum grec en 2015, quand j'ai vu comment nous traitions ce pays, qui est le berceau de notre culture européenne, justement, ainsi que les autres pays du sud de l'Europe, méprisamment appelés le Club Med. L'euro est une mécanique de divergence qui éloigne les pays au lieu de les rapprocher. L'UE est une menace pour l'amitié entre les peuples européens. Nous voyons se dessiner un ordre international basé sur l'intégration et la prédation, une sorte de prison mondiale qui est une nouvelle forme de colonisation insidieuse. Edgar Quinet disait « Le véritable exil n'est pas d'être arraché à son pays, mais d'y vivre et de ne plus rien trouver de ce qu'il faisait aimer. C'est ce qui est en train d'arriver à notre pays. » Les hommes, dans ce nouvel ordre, ne sont qu'une marchandise comme les autres. Le libre-échange intégral est une catastrophe sociale, mais aussi un non-sens écologique, car on délocalise juste la pollution à des milliers de kilomètres. La Chine a récemment arrêté d'importer les déchets plastiques, et c'est seulement maintenant, suite à cela, que beaucoup de pays commencent à se poser la question du recyclage. Notre division internationale du travail est fondamentalement injuste, avec des pays réduits à être des réservoirs de matières premières pillés, comme les travailleurs qualifiés, par les économies plus attractives. La Roumanie manque maintenant de main-d'œuvre car les Roumains les plus dynamiques émigrent et ils commencent donc à faire venir des travailleurs asiatiques. Mais qui ira ensuite repeupler les Philippines? Même chose en Pologne avec des Ukrainiens. Est-ce qu'on veut vraiment une espèce de hiérarchie de pays classés par ordre de productivité ou d'attractivité ou de rémunération du capital? Cela n'a absolument aucun sens. Nous refusons cet ordre basé sur la course au moins-disant. On nous accuse de vouloir nous refermer sur nous-mêmes, mais rien n'est plus faux. Nous voulons résister à l'hubris d'une partie de nos concitoyens, qui sont peut-être nostalgiques de l'Empire français, et quand on leur dit qu'on veut sortir, ils disent « Oh, mais ils regrettaient que la France ne soit que la France ». Si la 7e puissance mondiale ne peut pas être indépendante, qu'est-ce que cela veut dire? Qui peut l'être? À l'hubris s'ajoute...
À l'hubris s'ajoute une part d'irresponsabilité politique. Nos concitoyens, peut-être traumatisés par le XXe siècle, et veulent rester dans leur cage pourtant de moins en moins dorée, considèrent la mondialisation et son bras armé comme des phénomènes telluriques du registre des phénomènes naturels. Il faut le dire et le redire, ce sont des choix politiques, et ces choix doivent pouvoir être renversés. Il est temps d'être des adultes, d'une nation d'adultes, et de ne pas nous laisser dicter ces règles du jeu déséquilibrées. À l'UPR, nous voulons une France ouverte sur le monde. Notre charte est traduite en 19 langues. Nos adhérents sont partout dans le monde. Nous voulons ouvrir l'esprit des Français en facilitant les contacts culturels avec le monde entier. Nous voulons Bollywood à égalité avec Hollywood. Nous voulons un ordre international plus juste, basé sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et une communauté internationale qui ne se réduit pas à un petit groupe de pays occidentaux. Luttons contre les logiques de bloc. Cherchons la voie du non-alignement. Il est temps de défendre toutes les nations contre tous les empires. Car comme disait le général de Gaulle, il y a un pacte 20 fois centenaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Vive la France et le monde libre. Bonne soirée. Bravo. Merci à vous. Bravo, Président. Un grand merci à Diane Lagrange qui a remis opportunément un certain nombre de pendules à l'heure. Lorsque je me rappelle avoir vu dans un débat sur RT France notre numéro 2 de liste, Zaman Ziwan, que nous verrons tout à l'heure, se faire traiter par une représentante de la liste du Parti communiste français, je crois, se faire traiter de raciste, Zaman Ziwan, parce que nous voulions sortir de l'Union européenne. Lorsque j'entends constamment cette même blague selon laquelle sortir de l'Union européenne, on me dit toujours « Mais alors vous voulez isoler la France? Vous voulez que la France soit toute seule ?» Non, nous ne voulons pas que la France soit toute seule, nous voulons que la France se rouvre sur l'ensemble du monde. Nous sommes le seul parti politique. Comme l'a rappelé Diane Lagrange, nous sommes le seul parti politique français à avoir une charte fondatrice qui a été traduite en 19 langues étrangères. Nous sommes le seul parti politique à consacrer autant de soucis et de soins pour les 6,4% de nos adhérents qui sont expatriés dans 112 pays du monde. Et si tous ces Français expatriés, parmi lesquels énormément de jeunes, y compris au Japon, en Chine, à Hong Kong, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, etc., s'ils ont rallié l'UPR, c'est parce qu'ils constatent au jour le jour, vu depuis Brasilia ou Sydney, depuis New Delhi ou Moscou, depuis Washington, Los Angeles ou Le Caire, ils constatent au jour le jour la disparition progressive de la France. Et ils sont en contact avec des peuples du monde entier qui nous disent, depuis Beyrouth ou depuis Johannesburg ou depuis Dakar ou depuis Manchester, qui nous disent « Mais qu'est-ce que vous devenez, vous, la France ?» Comme le disait Sihanouk tout à l'heure, que je rappelais, « Qu'est-ce que vous devenez? Nous avons besoin de la France. » Merci Diane Lagrange.